Alors, pour ce qui est des procédures à mettre en œuvre, c'est-à-dire les travaux de contrôle, les outils, comment procède un commissaire aux comptes, bien sûr, eh bien, on va le traiter dans une partie spécifique, dans un instant, parce que ça me paraît tellement important que ça mérite d'être, si vous voulez, de lui consacrer une part entière. Donc, ça fait partie, en fait, de la démarche d'audit. D'accord ? On rentre par une sorte d'introduction, ça fait partie de la démarche d'audit, comment je vais m'y prendre pour contrôler, pour utiliser les outils, quels sont ces outils, etc. Alors, la mise en œuvre de la démarche d'audit. Nous avons parlé de la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'appréciation du contrôle interne. Nous avons vu qu'il y avait 6 phases, bien sûr. Traitons à présent son travail, disons, habituel de contrôle. Dans le cadre, bien entendu, une fois qu'il a apprécié le contrôle interne, il a finalisé son programme de travail, il a estimé le nombre d'heures à avoir dans la partie stock, dans la partie IMO, dans la partie etc., etc., il peut attaquer le contrôle des comptes. Mais comment va-t-il faire? Eh bien, il va choisir des outils dont il a à sa disposition pour contrôler, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va chercher? Ben, le commissaire aux comptes va chercher à avoir des éléments probants. Pour lui garantir certaines réalités, pour qu'il soit à peu près certain de la bonne tenue des comptes. D'accord? Donc, il va chercher des éléments probants. Est-ce que ceci, qui figure dans la comptabilité, est réel? Alors, comment va-t-il faire pour s'assurer de ces éléments probants? Vous savez qu'il faut qu'il recueille un certain nombre d'informations fiables, suffisantes, appropriées, pour lui permettre de fonder sa fameuse opinion sur le rapport général. Je certifie ou je ne certifie pas, ou je certifie avec réserve. Nous passons à la fiabilité, les objectifs d'une collecte d'éléments probants. Oui, si vous voulez. Alors, la fiabilité des éléments collectés. Alors, il faut savoir certaines choses pour la culture générale, si vous voulez. Fiabilité des éléments collectés. Eh bien, elle est fonction de l'origine et de la nature de l'élément. Alors pour cela, je vais essayer de vous donner quelques indications qui sont importantes simplement pour comprendre. D'abord, par exemple, les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux collectés d'origine interne. Exemple. Le service client de l'entreprise me dit que ce client me doit 100 000 € à l'entreprise. Bon, c'est bien, mais c'est interne. C'est le gars qui gère le compte qui me le dit. Je préfère que ce soit le client qui me dise « Monsieur, je reconnais que je dois 100 000 € à l'entreprise ». Donc l'information externe est plus forte au niveau de la preuve que l'information interne. C'est un des principes du commissaire aux comptes. Chaque fois qu'il pourra avoir une confirmation externe, il sera plus tranquille. Deuxième chose. L'observation physique est plus fiable qu'une demande d'information. Est-ce que vous possédez, je dis n'importe quoi si vous voulez, entre guillemets, est-ce que vous possédez 3 machines à décapsuler? Oui. Ah non, je vais les voir. Si je les vois, elles sont là, je suis plus tranquille que si on me dit oui par téléphone, on est d'accord? Donc l'observation physique est plus fiable que la demande de renseignement. Et puis, quand on veut me prouver quelque chose, je préfère avoir l'original qu'une copie. Parce qu'une copie, ça peut se trafiquer. Vous voyez, des petits principes comme ça. Et ça, le commissaire aux comptes est toujours attentif à ces choses-là. Alors, passons aux objectifs d'une collecte d'éléments probants. Les objectifs, ils sont nombreux. Pourquoi on cherche à avoir des éléments probants, des éléments sûrs? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de connaître la réalité des opérations. Est-ce que c'est réel? Et je disais tout à l'heure, une fausse facture ressemble étrangement à une vraie facture. Alors, on veut aussi l'exhaustivité des opérations. On veut aussi une bonne évaluation du problème, du risque. On veut aussi une bonne séparation des exercices. On veut aussi une bonne imputation comptable. On veut aussi l'existence des actifs et des passifs. D'accord? Tout ça, c'est des objectifs d'une collecte d'éléments probants. L'existence, l'exhaustivité, la bonne évaluation, la bonne imputation, etc. Alors, pour avoir ça, comment le commissaire aux comptes s'y prend-il?
Comment il s'y prend? Ben, c'est ces outils qui vont nous le dire. Les techniques de contrôle, d'accord? Alors comment il va s'y prendre? Ces techniques sont nombreuses. Il s'agit des outils à la disposition du commissaire aux comptes. Et parmi ces outils, ben, il y en a deux qu'on va vite éliminer parce qu'ils sont tellement naturels et ne posent pas de problème. Nous avons le contrôle documentaire. Le contrôle documentaire, c'est de dire, vous avez acheté, il y a une charge achat de marchandises de 6 000 €, montrez-moi la facture. Si j'ai une facture qui me paraît correcte, ça y est, j'y suis. C'est le contrôle par document. Vous avez acheté un terrain, montrez-moi l'acte notarié. D'accord? Voilà, ça c'est le contrôle documentaire, c'est le travail très courant, le plus simple, etc. Mais on ne peut pas regarder toute la comptabilité avec des documents. Hein. Bien. Ensuite, il y en a un autre qui est le travail courant du commissaire aux comptes. Pour moi, ce n'est pas un outil, c'est la vérification de certains calculs. Vous avez calculé l'indemnité de congé payé, vous avez calculé la provision pour hausse des prix, vous avez calculé la participation des salariés. C'est bien, je connais la formule, je vais refaire le calcul. On ne sait jamais, il peut y avoir des calculs qui sont faux. En voulant qu'ils soient faux ou non. Erreur, inexactitude, omission, etc. Hein? Bien. Alors, rentrons plutôt dans les vrais outils. Ça c'est le travail courant. Rentrons dans les vrais outils. Je vous les ai nommés et je vous les explique un petit peu. Hein? Alors, dans les vrais outils, il y a l'examen analytique. Il y a l'observation physique ou inventaire. Il y a la demande d'information auprès de tiers qui s'appelle aussi circularisation. On va y revenir sur chacun d'eux. Il y a la lettre d'affirmation. Vous allez voir ce que c'est, ça c'est devenu un outil prépondérant maintenant. Et il y a les sondages. Alors votre cours insiste lourdement sur les sondages. Croyez-moi, ce n'est pas l'outil principal du commissaire aux comptes. On est obligé de travailler par des sondages parce qu'on ne peut pas refaire la comptabilité. Mais ce que je vais vous dire sur les autres outils sont largement aussi importants. Alors, le premier, l'examen analytique. Qu'est-ce que c'est cet outil? Eh bien, l'examen analytique, on le fait en tout début. On reçoit un bilan. La première chose à faire, c'est de dire, tiens, je vais sortir les variations par rapport à l'exercice précédent, ou par rapport à du prévisionnel, ou par rapport à des entreprises similaires. Et si vous voulez, je vais sortir les variations, les tendances. Et toute variation anormale, toute tendance inhabituelle, et il y a une présomption d'erreur. Et à ce moment-là, je vais rechercher, analyser ces tendances anormales par, bien sûr, d'autres outils, d'accord, pour savoir s'il n'y a pas d'erreur. Parce que toute variation anormale doit être jugée comme une possibilité d'erreur. Donc c'est un examen analytique, on analyse par rapport au passé, par rapport au prévisionnel, etc. Vous voyez, c'est un premier outil. On ne peut pas utiliser que cet outil, hein. Il n'apporte pas grand-chose, si ce n'est des pistes. Le deuxième outil sera l'observation physique ou inventaire. Alors voilà un outil très important. Alors quand je vous dis ça, habituellement, les étudiants pensent de suite au stock. Non, non. L'inventaire physique ou l'observation physique touche énormément si vous voulez, de domaines dans l'entreprise. Le champ d'application est très vaste. On peut inventorier les IMO, les titres, les effets de commerce, les espèces, en caisse, le personnel, les marchandises, etc., etc. Donc, et quel est l'intérêt, quel est l'objectif? C'est de confirmer l'existence de quelque chose. Je le vois, donc il existe. Quel est Mais je vous ai dit que le commissaire aux comptes n'était jamais sûr. Pourquoi? Parce que tous les outils comportent des faiblesses. Quelle est la faiblesse de l'observation physique? C'est qu'on ne me dit pas si ça appartient à l'entreprise. On me signale une machine, un machin, je la vois, je dis ok, c'est bon, etc. Peut-être c'est celle du voisin, ou peut-être elle est en dépôt. Donc, faiblesse. Mais déjà, il vaut mieux voir que de dire oui, on a ça. D'accord? Donc, l'inventaire, objectif, confirmer l'existence de quelque chose, d'un bien, d'un élément d'actif, etc. Mais cet outil a une limite, il ne permet pas de confirmer la propriété de ce bien ou sa valeur. Ça ne me dit pas combien ça vaut, le fait de le voir. Bien. Pour ce domaine classique de l'inventaire physique, par exemple, le plus classique, c'est les stocks.
dont on va parler stock. Eh bien, il y a des recommandations qui s'imposent et le commissaire aux comptes va se servir un peu de ces recommandations pour dire « Ah ben c'est un bon outil, ou ça se présente pas mal, ou il y a des faiblesses ». J'appelle ça, moi, les 10 commandements, hein, pour ironiser un peu. Si les 10 commandements sont respectés, je suis tranquille, ils sont bien organisés. Si les 10 commandements ne sont pas respectés, je commence à me faire du souci et je vais adapter mon planning de travail. Alors, ces 10 commandements, c'est quoi? Ben, c'est des recommandations pour qu'un inventaire soit, de stock par exemple, puisque j'ai pris l'exemple des stocks le plus courant, soit fiable. Ben, il faut quoi? Il faut choisir une date favorable et à l'avance. Il faut qu'il existe une procédure écrite. Il faut informer préalablement les gens de ce qui va se passer pour ne pas les surprendre. Il faut une bonne préparation des lieux, des zones de stockage, bien savoir quelle est l'unité de comptage, bien savoir le libellé de l'article. Il faut une formation des équipes, 2 personnes, une qui connaît le matériel et une qui ne le connaît pas. Jamais celui qui gère le magasin. Quelqu'un qui connaît pour dire oui, c'est le compteur gaz 350 B6, et l'autre, je ne sais pas si c'est un compteur gaz, ce que je sais, c'est que je vais les compter, il y en a 150. Un qui connaît, l'autre qui ne connaît pas. Double comptage, parce qu'on peut se tromper. Si le double comptage est conforme, c'est OK, c'est le montant qui figurera à l'inventaire. Si le double comptage ne donne pas la même, on envoie une 3e personne pour compter. D'accord? Avec un ticket de comptage préalable ou une liste. Ensuite, désignation d'un responsable de l'inventaire qui va coordonner tous les mouvements. Ensuite, arrêt des mouvements pendant l'inventaire, parce que si pendant qu'on compte, on en enlève, on en rajoute, on ne sait plus après ce qui est fiable, quoi. Ensuite, centralisation et suivi des quantités. Et ensuite, quelles sont les procédures qu'ils ont mises en place pour bien s'assurer à la coupure de l'exercice. Voilà, vous voyez, ça c'est mes 10 commandements. Et je vais m'appuyer sur cette liste pour dire comment vous faites. Alors moi, mon rôle, le commissaire aux comptes, ce n'est pas d'aller compter les compteurs. Ça ne m'intéresse pas. Comment vous faites? Montrez-moi comment vous faites. Qui compose les équipes? Qui va, etc. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Et si la procédure est bien et correspond aux 10 commandements, je dis, j'ai confiance au stock. Mais je vais en compter quelques-uns pour montrer que j'en compte quelques-uns, mais ça ne compte pas. Moi, c'est la procédure. D'accord? Vous voyez l'idée? Bien. Alors, autre outil très important, la confirmation directe ou circularisation. Là, c'est demander à un tiers qu'il me confirme quelque chose, un mouvement, un solde de compte, etc. Parce qu'on disait tout à l'heure, la confirmation externe est plus forte qu'une information interne. Et je préfère que le client me dise, oui, je dois 300 000 € à l'entreprise, plutôt que le gars qui s'occupe des clients me dise, il nous doit 300 000 €. Vous voyez l'idée? Alors, là aussi, il y a 10 commandements. D'abord, je ne peux pas m'adresser, moi, à des tiers, puisque le tiers, c'est un partenaire de l'entreprise. Donc, je vais demander à l'entreprise de lui envoyer une lettre signée par un dirigeant de l'entreprise en disant, voilà, dans le cadre de ces travaux normaux, mon commissaire aux comptes me demande de lui confirmer que vous devez tel. Vous trouverez ci-joint le détail de votre compte dans nos livres. Voilà. Alors, attention. Là, très important, si un des commandements n'est pas respecté, ça ne vaut rien. Exemple. Il faut que la réponse aille directement chez le commissaire aux comptes. Parce que si la réponse va à l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Si le gars, c'est une magouille, on va dire entre guillemets, la réponse ne lui convient pas. Il la jette et il dit, ils n'ont pas répondu. Donc, on va mettre dans la lettre une enveloppe pour la réponse timbrée et à l'adresse du commissaire aux comptes. Le commissaire, donc c'est l'entreprise qui tape, mais c'est le commissaire aux comptes qui choisit les clients et qui choisit exactement la date de confirmation. Mais c'est le commissaire aux comptes qui doit poster les lettres. Pourquoi? Parce que s'il y a une lettre qui ne lui convient pas, le gars de l'entreprise qui va la poster, il va la poster dans la poubelle. Et il dira, ils n'ont pas répondu. Dans l'enveloppe qui envoie la demande au client, par exemple, parce que là, le champ d'application est très vaste aussi, c'est très intéressant. Il y aura l'adresse, non pas de l'entreprise, il y aura l'adresse du commissaire aux comptes. Pourquoi? Parce que n'habite pas l'adresse indiquée, un faux client. Si ça va à l'entreprise, poubelle.
Si ça va au commissaire aux comptes, tiens, un client n'habite pas l'adresse indiquée, c'est curieux, on va vérifier. D'accord? Voyez tous ces 10 commandements pour vous donner l'idée sur nos outils. Et je vous assure, c'est intéressant. Hein? Bien. Alors, ça touche quoi? Énormément de choses, c'est ce qui est intéressant. En plus d'une confirmation externe, moi, ça me plaît, une confirmation externe. Alors, ça touche quoi? Les IMO, conservation des hypothèques, le cadastre pour les terrains, les constructions, etc. Les titres qui sont gérés par des tiers, la banque, des organismes financiers, les stocks qui sont en dépôt. Est-ce que vous avez bien sur cette entreprise telle et telle et telle et telle machine en dépôt? Oui, je les ai chez moi. Bon, ça va. Ah non, je les ai rendues il y a 6 mois. Ah bon, tiens, curieux. Où elles sont, etc. Les créances et les dettes pour les fournisseurs. Est-ce qu'on vous doit bien ça? Ah non, vous m'en devez beaucoup plus. Ah bon? Est-ce qu'il ne manquerait pas une facture dans la comptabilité? Ou le gars dit oui. Ah ben ça va, c'est bon. Il confirme. Les clients, est-ce que vous me devez bien ça? Fournisseur, est-ce qu'on vous doit bien ça? Le client, est-ce que vous me devez bien ça? Voilà la liste. Et le gars dit non, je dois la payer. Ou le gars dit non, 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 je suis en désaccord, ça j'ai refusé, j'ai rendu les marchandises, etc. Les banques, pour avoir les cautions, les garanties, les signatures des chèques, les signataires autorisés, les assurances, pour savoir comment on est assuré dans l'entreprise, les avocats, quels sont les litiges qui sont en cours, est-ce qu'on les a bien provisionnés, etc. Vous voyez? Très important comme outil. D'ailleurs, le commissaire aux comptes qui est dans sa mission ne ferait pas ça, ferait une faute grave si jamais il était pris en défaut. Mais ça a aussi des limites. Il peut être sûr de rien. Quelles sont les limites? Il y en a 2. Le gars, il ne répond pas. Il n'est pas obligé de répondre à une lettre de l'entreprise. Il ne répond pas. On le relance. C'est prévu dans les 10 commandements. Il ne répond toujours pas. On ne va pas y envoyer la police. Ben, il faut d'autres outils pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Première limite. Deuxième limite, beaucoup plus grave. Le client vous dit, oui, je dois 500 000 € à l'entreprise. Oui, je les dois. Mais on ne sait pas s'il est solvable, si vous ne les payez pas. C'est qu'il manque une provision. Et ça, on ne le sait pas. D'accord? Vous voyez le genre? Donc toujours des outils, avec toujours des limites. Mais comment faire? Faire au mieux. Donc, utiliser tout à fait ces outils. Alors, autre chose qui est devenue très importante ces dernières années, d'ailleurs je l'ai utilisé notamment en politique où j'ai envoyé un ancien ministre devant les tribunaux correctionnels de Lyon, où j'ai eu pas mal de trucs à faire, la lettre d'affirmation. Alors la lettre d'affirmation, c'est une lettre c'est quelque chose qui est devenu très important à l'heure actuelle, ça vous l'aurez peut-être pas dans votre support, donc je vous le dis, c'est devenu très important. C'est quoi exactement? Ben vous savez, vous avez des choses que vous ne pouvez pas, et je vais vous donner un exemple, que vous ne pouvez pas vérifier avec n'importe quel outil. Donc quand je ne peux pas vérifier que c'est quelque chose d'important, qu'est-ce que je fais? J'ai un outil, la lettre d'affirmation. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, ce que je vais demander au dirigeant de me confirmer par écrit, signé de lui, que ceci existe, qu'il n'y a pas de procès en cours, que je ne connaîtrai pas, qu'il n'y a pas de contrôle fiscal, de contrôle URSSAF, etc. Alors je vais vous citer un cas que j'ai eu au niveau politique. Je rentre dans une association financée par le Conseil général et je vois une liste de salariés très importante. Et dans cette association, il n'y avait que 3 bureaux. Alors moi, bien sûr, je prends le livre de paie et je dis, celui-là, c'est qui? Un tel. Il est où? Je peux le voir? Ah, il n'est pas là. Je peux voir son bureau? Il n'a pas de bureau. Attendez, il fait quoi? Parce que moi, je suis sûr qu'on lui paie un salaire. Il fait quoi? C'est un chargé de machin, de mission. Ah, chargé de mission. Montrez-moi ses comptes rendus d'activité. Il n'en fait pas, il fait que de oralement. Attendez, moi, j'ai des salaires énormes. Et en face, je ne connais personne. Donc, je ne sais pas si ce qu'on paye est vraiment un salaire, s'il y a la prestation en face. Alors, Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai un outil, la lettre d'affirmation, je vais vous demander de me dire, par écrit, qui a embauché ce gars, où on peut le joindre, qu'est-ce qu'il fait exactement, etc. Et en douce, je lui dis maintenant, dites-moi la vérité, parce que moi, je suis obligé d'aller vous trouver le procureur public, il va envoyer le CRPJ, et la police a d'autres moyens pour le savoir. Et là, en fin de semaine, une dizaine de licenciements. Vous voyez un peu le genre de truc? Alors la lettre d'affirmation, c'est un bon outil. Je ne peux pas le prouver, vous ne pouvez pas me le prouver, vous allez écrire et signer. Et après, moi, je sais ce que je fais. Soit je le crois, soit je ne peux pas. Et à ce moment, je vais chez le procureur. Et puis le gros outil aussi, c'est les sondages, bien sûr. Et là on doit vous en marquer. Alors,
Utilisation courante, parce que je vous l'ai dit, on ne peut pas refaire une comptabilité en entier, on est obligé de faire par sondage, bien sûr. Et donc, c'est un moyen très courant, un des principaux outils du commissaire aux comptes. Comment faire pas tout voir. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est toujours pareil, obtenir une opinion raisonnable, bien sûr, à partir d'un échantillon, que la population correspondante est correcte. D'accord? Par exemple, allez, je vous donne un exemple. Moi, le risque dans l'entreprise du bâtiment, c'est les sous-traitants. Je vais isoler tous les comptes de sous-traitants et je vais faire un sondage là-dessus. Je vais sonder 20% des sous-traitants. Si mon sondage s'avère correct, je dis l'ensemble des sous-traitants va bien. Vous voyez le risque qu'on prend quand même. Donc, déterminer l'échantillon, déterminer le niveau à partir duquel je dis, pour moi, je n'ai pas de risque, ça va. Et je peux me tromper. Alors, ces sondages, comment sont-ils? Il faut que je vous parle un peu des deux sondages qui existent, de forme principale, et aussi comment on sélectionne l'échantillon. Voilà, puisque c'est un peu détaillé dans votre bouquin, ça ira. Mais là, je vous dis ce que moi, j'en pense. Parce que j'ai beaucoup travaillé par sondage, bien entendu. Alors, les sondages, première catégorie de sondages, les sondages empiriques. Alors, les sondages empiriques, c'est le professionnel, commissaire aux comptes, qui va choisir, je suis peut-être un peu en retard, voilà, qui va choisir, si vous voulez, la taille de l'échantillon et les éléments à contrôler. C'est-à-dire c'est lui qui guide un petit peu le sondage. Il ne se fie pas complètement au hasard. L'idéal étant le hasard. Il ne se fie pas. Mais il dit, oula, dans ce secteur-là, je vais choisir les sous-traitants. Alors que le hasard, c'est une table de hasard qui va vous dire celui-là, 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 et ça peut tomber n'importe où. Lui va choisir l'échantillon, 20% des sous-traitants dans le bâtiment. Voilà, il va choisir. Donc c'est empirique. On va choisir par exemple les clients les plus importants ou les clients de proximité avec qui on peut s'arranger. Voyez? Ou je vais choisir les soldes clients créditeurs, parce qu'habituellement le solde doit être débiteur. Parce que créditeur ou les fournisseurs débiteurs. Les fournisseurs qui m'ont donné de l'argent, ça peut exister, mais enfin bon. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de sondages, ce sont les sondages statistiques. Alors, là, il y a une norme qui définit la taille de l'échantillon et la sélection de l'échantillon et de l'évaluation des résultats. Il y a une norme, c'est-à-dire on vous guide. Comment choisir l'échantillon, la taille et comment déterminer le résultat en fonction du sondage lui-même. J'ai trouvé 3 erreurs sur 50, peut-être on vous dira laissez passer, c'est bon, l'ensemble est bon. 3 erreurs sur 50, c'est pas grand-chose. Par exemple. Bon, donc vous en tirez, à partir de l'examen du résultat de l'échantillon, vous en tirez une conclusion générale sur l'ensemble de la population concernée, bien sûr. Alors, cet échantillon, c'est quoi? Comment on choisit l'échantillon? Je vais taper où? Chez qui? Combien? Alors, il y a trois méthodes principales. Premièrement, il y a la sélection aléatoire. C'est-à-dire que tous les éléments de cette population que je veux sonder sont pris complètement au hasard, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même chance d'être vérifiés. Alors on utilise ce qu'on appelle une table de hasard, qui vous dit par exemple dans la liste des clients, client numéro 1 ou client numéro 1000, la table de hasard va vous dire le 3, le 27, le 92, le 106, le 850, au hasard, purement au hasard. Et vous allez choisir l'échantillon en vous aidant de la table de hasard. D'accord? C'est purement aléatoire. Ça tombe comme ça tombe. Tout le monde a la même chance d'être retenu là, dans l'échantillon. Ensuite, il y a la sélection systématique. Et au lieu d'aléatoire, systématique. Et là, c'est, par exemple, vous allez dire, ça je pratiquais beaucoup, vous allez dire, par exemple, je prends le grand livre fournisseur, donnez-moi un chiffre de 1 à 20, 19, je prends le 19e fournisseur, donnez-moi un chiffre de 1 à 50, vous me dites 36, je pars du numéro 20, et tous les 36, je sélectionne. Donc c'est systématique, c'est-à-dire qu'on a une amplitude systématique, d'accord? Voilà. Au hasard, c'est quand même du hasard, mais ça devient du systématique, tous les 20, tous les intervalles 20. Alors que la table de hasard va vous dire le 3, le 850, le 112, n'importe quoi, d'accord? Voilà. Et puis il y a la troisième
Troisième solution, qui est moins officielle, on va dire, qu'on aime bien nous professionnels, parce que moi j'ai des idées des fois, et j'aime pas trop le hasard pur. Les comptes à solde zéro, j'aime bien les regarder, certains. Pourquoi? Parce que solde zéro, si un gars trafique sur les comptes, pour pas attirer mon attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va solder le compte provisoirement. Alors je dis le soldé, bon, il n'y a rien à voir. Et non, justement, il y a à voir. Parce qu'il est peut-être soldé, alors qu'il ne fallait pas qu'il soit soldé. D'accord? Donc moi, j'aime bien choisir ça. Les comptes à solde inversé, les comptes soldés, les clients importants, les clients locaux, j'aime bien. Alors il y a cette troisième qui, j'appelle moi une sélection mixte, qui fait une partie de hasard et une partie de choix. Donc il mélange les deux méthodes précédentes et une partie du choix du professionnel. D'accord? Donc on va dire aléatoire, le pur hasard, on va dire systématique et on va dire mixte. D'accord? Peut-être que sur votre bouquin, il n'y aura que les deux premiers. Moi, je vous dis ce qui se fait en pratique. Tout est possible, hein? C'est un outil. Et le commissaire au compte est libre de choisir l'outil qu'il pense le mieux approprié. Ben, j'ai trouvé des choses avec les soldes zéro. Donc, j'aime bien les soldes zéro.